conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémar. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour notre émission mensuelle Questions Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Et au cœur de l'économie, il y a bien sûr l'entreprise. Nous allons beaucoup parler d'entreprise aujourd'hui et le sujet est entreprise et politique, je t'aime, moi non plus. Alors je vais commencer pour introduire cette émission par une citation d'un grand auteur. Je cite, « L'idée que les entreprises seraient devenues de véritables acteurs politiques est de plus en plus répandue. Si les entreprises ne sont pas de jure des acteurs du politique, elles exercent néanmoins, à travers leurs activités de lobbying direct ou par l'intermédiaire de différents groupes de pression, une influence importante sur la production législative, comme sur les différentes régulations qui se construisent au niveau national comme supranational. » Fin de citation. Et cet auteur, ce grand auteur, il est dans ce studio, il est avec nous. C'est Mathieu Deschessart. Bonjour Mathieu Deschessart. Bonjour Guillaume de Prémar, merci de votre invitation. Alors vous avez écrit ces quelques mots sur l'entreprise et la politique, et le lobbying ici, dans un ouvrage dont nous allons parler, L'entreprise au défi de l'écologie intégrale. Vous avez souhaité, en ouverture de la question de l'écologie intégrale, traiter en amont en fait la question entreprise et politique. Et je me suis dit, ça fait une émission ça quand même. Alors je vais vous présenter quand même Mathieu Deschessart à nos auditeurs. Vous êtes docteur en gestion, vous êtes un universitaire, comme on dit. Oui, voilà, j'assume. C'est ça. Professeur agrégé. Alors vous enseignez à l'Institut d'économie et de management de l'Université de Nantes, vous êtes chercheur, vous êtes consultant en entreprise, donc vous êtes un économiste de terrain quand même, hein, et vos domaines de recherche et aussi de votre travail de consultant portent principalement sur le management, l'organisation des entreprises, la santé et la qualité de vie au travail. Et la question du travail, vous en êtes un spécialiste et nous allons en parler. Par ailleurs, je précise, puisque nous sommes sur une radio catholique, que vous êtes membre fondateur du GRACE, le groupe de recherche anthropologie chrétienne en entreprise. Et nous allons en parler. Mais avant, je veux dire que vous êtes auteur, vous êtes essayiste, alors vous avez plusieurs ouvrages à votre actif. Je cite, « Le marché n'a pas de morale », c'était en 2015 aux éditions du CERF. « L'entreprise délibérée, refonder le management par le dialogue », c'était en 2019 chez Nouvelle Cité. La Nation, chemin de l'universel en 2022 chez Desclés de Brouwer. Vous êtes sorti un petit peu du domaine économique. Pas tant que ça finalement. Pas mais tant oui, que ça, mais, oui. mais un petit peu. Un petit peu. Et le dernier ouvrage collectif dont j'ai parlé, L'entreprise au défi de l'écologie intégrale, c'est chez Nouvelle Cité en 2024. Avec mes collègues Sandrine Frémaux, professeure à Audencia, et Cécile Esvent, qui est professeure à Excelia Business School et philosophe. Alors d'ailleurs c'est une collection donc l'éditeur Nouvelle Cité, une collection du GRACE. Exactement. Spécifique. Oui. On a avec le GRACE ouvert deux collections. Avec Nouvelle Cité, une collection essai, donc dans laquelle est paru cet ouvrage, et puis une collection un peu originale qui s'appelle Penser avec, et dans lesquelles on a sorti, vous voyez, des Penser le travail avec Simone Veil, Penser le travail avec Karl Marx, Penser le don avec Marcel Bausse, donc des petits 120 pages qui sont tout à fait destinés à des étudiants de premier cycle qui veulent se former aux sciences sociales et puis plus spécifiquement aux sciences économiques. Et Penser le don, ça me fait penser que le GRACE a relevé le défi qu'avait posé le pape Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate, en disant il faut que les économistes chrétiens travaillent sur la notion de don et de gratuité en économie. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. Je crois qu'il n'y a pas que les économistes chrétiens qui devraient travailler sur cette notion, parce que effectivement, le don, quand on regarde l'économie de près et qu'on regarde l'économie vivante, eh bien le don est partout dans l'économie, figurez-vous. Il n'y a pas que du contrat et du calcul d'intérêt, il y a aussi du don dans les entreprises, et sans don, les entreprises fonctionneraient beaucoup moins bien. Et c'est ce qu'on essaie de montrer dans une partie de nos travaux. Oui. Alors, vous êtes membre du GRACE, je viens de le dire, donc vous assumez d'être chrétien en fait. Quand on est membre du GRACE, on assume d'être chrétien. Alors comment c'est vu dans votre milieu académique? Est-ce que vous êtes une sorte d'australopithèque, comme dit Gad Elmaleh? Oui. Alors, non, écoutez, d'abord, peut-être première chose à préciser pour tenir compte de la grande diversité des chercheurs qui sont au GRACE. Alors, je suis chrétien, ce qui me concerne effectivement, et je l'assume tout à fait évidemment. En revanche, on ne peut pas déduire du
du fait d'être un chercheur du Grasse, on ne peut pas en déduire le fait d'être chrétien. Parce que figurez-vous, surprise, nous avons une part non négligeable des membres du Grasse qui ne sont pas chrétiens. D'accord. Qui ne sont pas chrétiens et qui nous rejoignent, et c'est d'une certaine manière tout à fait normal, qui nous rejoignent parce qu'ils savent très bien que le Grasse, c'est un centre de recherche, on y produit de la science, et donc ça n'est en aucun cas un centre confessionnel qui aurait des visées apologétiques, encore moins évangéliques. Il s'agit simplement de faire de la recherche en posant au cœur de nos recherches une anthropologie qui est l'anthropologie héritée de la philosophie sociale chrétienne. Voilà. Oui. Et de voir... Mais qui est partageable à tous, en fait. Qui est partageable à tous. Et cette philosophie sociale chrétienne, on sait très bien, elle a au XXe siècle tout un tas de grands auteurs sur lesquels on peut s'appuyer, de Maritain à Marcel, en passant par Ricoeur, Simone Weil, etc. Et donc on arrive à réunir au Grasse des chercheurs qui, évidemment, pour une grande majorité, sont chrétiens, mais une minorité qui doit atteindre, je pense, au moins les 20% de chercheurs qui sont intéressés par cette anthropologie et qui veulent effectivement voir, finalement, quand on pose comme axiomatique au cœur de nos recherches la vision de l'homme telle qu'elle est portée par la philosophie sociale chrétienne, qu'est-ce qu'on ne voit pas, ou qu'est-ce qu'on voit plutôt que l'anthropologie marxiste ou l'anthropologie libérale ne voit pas. Voilà. Très bien. Alors, entreprise, puissance politique. Donc c'est vous, c'est votre terme, puissance politique. Oui. Alors vous dites effectivement le lobbying, bien sûr, promouvoir ou empêcher d'ailleurs des législations, et un deuxième angle qui est son rôle politique dans le cadre de ses activités habituelles. Mais d'abord le lobbying, Mathieu De Cesar. Faire pression pour promouvoir ou empêcher des législations, ou certains types de régulations, etc. C'est assumé par les entreprises, c'est permis déjà? Alors, c'est encadré, mais c'est tout à fait permis. Oui. C'est tout à fait permis, à tel point, vous savez qu'il existe en France et dans le monde un marché des cabinets de lobbying et de communication absolument phénoménal. Qui font leur beurre à Bruxelles notamment. Notamment, oui. Alors vous avez raison. C'est par exemple à Bruxelles, il faut se déclarer en tant que cabinet de communication en soutien des intérêts de différents groupes de pression, mais les lobbyistes sont tout à fait officiels. On est capable à Bruxelles de savoir qu'il existe 12 000 cabinets de lobby, 12 000 quand même, ce qui nous laisse effectivement avancer, 12 000 cabinets de lobby qui sont installés évidemment au cœur de l'endroit où on construit de la norme en Europe et qui représentent les entreprises, bien sûr, mais pas seulement, qui représentent les entreprises, mais qui représentent aussi des ONG. Les ONG sont énormément évidemment consommatrices de lobbying, qui peuvent représenter également des syndicats et même, figurez-vous, puisque nous sommes chez KTO Radio, des cultes, bien entendu. Oui. Donc c'est parfaitement transparent le lobbying, et je dirais même que dans une certaine mesure c'est même souhaitable et tout à fait acceptable. Moi je suis assez rassuré de voir que nos politiques, qu'ils soient français ou européens, construisent de la norme en discutant un tout petit peu avec les praticiens et les gens de l'art, que ce soit des cultes, des syndicats, des ONG ou des entreprises, ça me paraît tout à fait normal. Il n'en reste pas moins que dans ces discussions, il est très officiel évidemment que les différents groupes de pression essaient d'y porter bien sûr leurs intérêts et leurs stratégies. Sûr, des secteurs d'activité entiers qui essayent qui essaient d'obtenir des normes évidemment qui soient les moins contraignantes, les plus favorables à leur business, les plus pro-business diraient certains. Oui. Mais en tout cas, cette activité est non seulement autorisée, elle est encadrée et elle est pour l'essentiel, il y a des pratiques occultes évidemment, mais elle est pour l'essentiel tout à fait transparente et officielle. Oui. Ce qui est interdit, c'est la corruption, tout simplement. Voilà, ce qui est interdit, bien sûr, c'est la corruption et les pratiques occultes, évidemment, de le lobbying. Oui. Oui. Alors, un autre axe de votre travail de recherche sur l'entreprise comme puissance politique, c'est de dire que les entreprises ont une influence déterminante sur notre société. Je vous cite, « Les entreprises construisent les conditions de la vie commune, composent et recomposent le commun, le type de production qu'elles développent, comme les modes d'organisation qu'elles déploient, définissent les caractéristiques économiques, mais aussi sociales, culturelles et environnementales de la communauté politique. » Donc c'est une influence directe par cette activité, parce que l'économie, elle est au cœur de la vie, donc ça s'imprègne sur toute la société. Comment ça marche ça ? Bien sûr, mais c'est exactement ça, et c'est la dimension politique de la vie des entreprises qui m'intéresse le plus. La première que l'on a évoquée et que l'on connaît bien, celle du lobbying, elle est classique, mais elle ne caractérise pas complètement l'entreprise, parce qu'une fois encore, il y a tout un tas d'autres groupes de pression qui se constituent en lobby. En revanche, cette deuxième forme d'influence politique qu'exerce l'entreprise, à travers tout simplement son activité quotidienne, celle-là, elle m'intéresse beaucoup, elle est évidente, et pourtant, ce n'est pas la plus pertinente.
perçue dans l'opinion publique. Elle est évidente tout simplement parce qu'il faut prendre conscience que les entreprises, et surtout aujourd'hui, ne sont pas de simples unités économiques de production de biens et de services. À travers leur activité quotidienne, les entreprises, elles, façonnent notre environnement, nos paysages, nos territoires, nos façons de vivre, nos modes de vie sociaux, etc. Et nos mentalités ? Et nos mentalités pour partie. Alors pour que ce soit pas trop théorique, on est un peu embêté parce que vous et moi, Guillaume, étant enfermés dans un studio de radio, nous n'avons pas de fenêtre. Mais pour se convaincre que l'entreprise est un acteur central pour façonner le monde dans lequel nous vivons, il suffirait que nous ayons une fenêtre pour porter notre regard au travers de cette fenêtre et voir que dans le monde qui nous entoure, absolument rien n'échappe au travail et à cette forme essentielle du travail contemporain qu'est l'entreprise. Évidemment, tout a été produit par des entreprises. Des bâtiments, des routes, des pylônes électriques, cette radio, des postes de télévision, des médicaments, des contenus culturels, des écrans, des logiciels, etc., etc. Nous vivons dans un monde qui est totalement façonné, évidemment, par l'activité des entreprises et nos paysages en portent évidemment la trace. Mais ça n'est pas simplement à travers leur production que les entreprises façonnent le monde, à travers leur production, évidemment. Évidemment, quand on réfléchit 2 secondes pour prendre quelques exemples concrets, et essayons de réfléchir à ce qui a le plus transformé notre monde au XXe siècle, nos régimes politiques, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, oui, certainement en partie, mais ou plutôt l'émergence de, par exemple, l'automobile, qui a bouleversé évidemment notre environnement. On a des routes, des parkings, des ponts, des stations-service, etc. Qui change complètement les modes de vie. Une mobilité qui change complètement, évidemment, nos façons de vivre. Si on prend une autre production des entreprises, l'arrivée de la télévision. L'arrivée de la télévision, c'est la transformation concrète la plus importante dans l'histoire du monde de l'agenda des hommes. En l'espace de 20 ans, nous avons tous introduit dans nos agendas concrets 3 à 4 heures de télévision par jour. Vous vous rendez compte, jamais dans l'histoire du monde, on avait vu un tel bouleversement des modes de vie concrets des gens en si peu de temps, avec évidemment les contenus culturels, les publicités, etc. etc. Aujourd'hui, évidemment, on peut continuer en disant qu'il suffit que je prenne le téléphone portable que j'ai là et que je pense à Internet pour penser évidemment que les entreprises de la tech californienne bouleversent en profondeur notre vie, au moins tout autant que les lois que nous votons au Parlement. Et je ne parle même pas du grand débat qui arrive autour de l'IA, bien sûr, l'intelligence artificielle qui est portée par tout un tas d'entreprises. La télé, c'est frappant parce que Patrick Lelay, qui est l'ancien patron de TF1, il disait « Mon métier est de vendre de l'espace, du temps de cerveau disponible. » Du temps de cerveau disponible. Et du temps de cerveau disponible pour d'autres entreprises qui en profiteraient pour faire leurs réclames et leur publicité et vendre leurs produits. Donc vous voyez, c'est la télévision d'une multiple manière, bien sûr, elle a bouleversé le mode de vie. Une transformation du monde, une transformation de notre société, et on l'a dit aussi à travers notre mode de vie, notre représentation du monde, notre manière de voir les choses. Mais le travail, vous parlez du travail, le travail a toujours été une réalité centrale de la vie humaine et de la vie sociale. Donc on pourrait se dire, en fait, ça a toujours été le cas. Est-ce que c'est nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est quoi la dimension technologique, on va dire, depuis le 19e siècle, qui est quand même une accélération ? Oui, c'est ça, je crois que vous avez raison. C'est-à-dire que ce qui n'est pas nouveau, et vous faites bien d'y insister, c'est le travail. L'homme et la femme travaillent. Et il y a toujours eu dans le travail une dimension, bien sûr, non seulement de subsistance, on bosse parce qu'il faut bien bouffer, il faut bien se mettre un toit sur la tête, etc. Mais on sait très bien que dans le travail humain, il y a toujours eu, au-delà de la recherche de la simple subsistance, une activité de création et d'invention du monde. L'homme et la femme sont ceux dans l'ordre du vivant, sont ceux qui ne font pas que subir le monde, mais qui ajoutent des choses au monde, et qui créent à partir de leur intelligence, de leur travail, des bâtiments, des routes, des huttes, etc., etc. Mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'il se passe au 19e siècle une transformation absolument majeure, c'est l'invention de l'entreprise. C'est l'invention de l'entreprise qui va décupler la créativité du travail humain. Moderne. De l'entreprise. Avant, il y avait des commerces, il y avait... Voilà, de l'entreprise moderne dans laquelle se réalisent, je crois que vous l'avez dit Guillaume, les noces d'une certaine manière entre l'économie et les sciences et les techniques. L'entreprise moderne, elle devient gigantesque, elle va armer le bras du travail humain d'une créativité comme on ne l'avait jamais imaginé avant, tout simplement parce qu'au cœur de l'entreprise moderne, il y a ces activités de recherche et développement, ces laboratoires industriels, c'est-à-dire un potentiel de création qui est lié à l'entreprise moderne tel qu'on n'en avait jamais connu. Et donc évidemment, le travail acquiert une capacité de transformation du monde qui est décuplée lorsque le travail au 19e siècle rentre dans l'entreprise. L'action collective armée par les sciences et les techniques qui sortent des laboratoires de recherche industrielle et de la recherche et développement donne au travail humain, vous voyez, tant qu'il était individuel et artisanal, il transformait le monde, mais enfin très peu et très lentement. Lorsqu'il rentre dans l'entreprise et qu'il est armé par les sciences et les techniques, évidemment la puissance du travail humain s'en trouve tout à fait décuplée. Et donc on va ajouter au monde tout un tas de choses, on en a pris quelques exemples déjà, qui vont profondément transformer nos paysages, nos territoires, nos modes de vie. Et on va ajouter autre chose dont on n'a pas encore parlé, qui a une influence centrale sur nos modes de vie, c'est que l'entreprise a aussi, figurez-vous, des modes d'organisation.
Et ces modes d'organisation transforment nos modes de vie. Pensons par exemple à l'arrivée du taylorisme. Évidemment, le taylorisme. Donc la mécanisation du travail avec la division des tâches. Voilà. Et surtout l'idée, si vous voulez, que le travail sort du travailleur. Le travail sort du travailleur puisque désormais le travail, il est conçu, préparé, mis en forme par les élites managériales de l'entreprise. Et on a des travailleurs à qui on demande d'exécuter des prescriptions qu'ils n'ont pas conçues eux-mêmes. Et la plupart d'entre eux venaient du monde paysan, en fait. Et donc ils étaient maîtres de leur travail d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Et là, c'est une transformation. Bien sûr, c'est une transformation majeure, puisque le travail que l'on avait vécu majoritairement sur le mode de l'indépendance. J'étais agriculteur, j'étais commerçant, j'étais artisan, j'étais petite profession de robe, comme on en voit tant chez Balzac. Mais donc, je possédais mon outil de production, je déterminais moi-même la façon dont j'allais travailler, et je possédais le fruit de mon travail. C'est ça le travail jusqu'au 19e siècle. Majoritairement du travail indépendant, dans lequel je décide de mon travail, de mes méthodes, je possède mon outil de travail et je possède le fruit de mon travail. Avec l'arrivée de l'entreprise, le travail devient massivement salarié, c'est-à-dire un rapport tout à fait nouveau au travail, dans lequel tout d'un coup, je ne possède plus mon outil de travail, il appartient à mon patron, je ne décide plus de mes méthodes de travail, elles sont arrêtées par les spécialistes en organisation scientifique du travail, et même le fruit de mon travail, Guillaume, je ne le possède plus, la voiture que je produis, le téléviseur, il n'est pas à moi. Non. Il est à l'entreprise, je reçois juste un forfait. Bon. Et donc évidemment, il y a une puissance là, de déqualification, de rapport au travail qui est tout à fait importante, sans parler, mais on en parlera peut-être un peu après, des stratégies de déploiement spatial des entreprises, qui évidemment, elles aussi, transforment profondément nos modes de vie. Oui, alors cette question du travail, on va en parler dans la deuxième partie encore, et notamment pour penser la question de l'import d'un catholicisme social sur la question du travail aujourd'hui et de sa crise. Peut-être une question plus large, l'entreprise, donc on dit l'entreprise moderne, vous venez de la décrire, elle devient de plus en plus grosse, et elles deviennent des géants mondiaux. Ouais. À un moment aux États-Unis, il y avait des lois antitrust, donc anti-concentration, contre la taille excessive des entreprises. Bien sûr. Mais c'est fini ça, les lois antitrust. Maintenant, est-ce qu'ils sont plus puissants que le politique, que le prince? Ouais. Alors c'est tout à fait intéressant parce que effectivement l'entreprise apparaît à la fin du 19e siècle et il faut bien faire un tout petit détour politique. L'entreprise apparaît au 19e siècle, ça veut dire que le travail rentre dans l'entreprise et que donc par conséquent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le travail indépendant doit cesser de reculer. Et c'est le travail salarié qui s'impose. Qu'est-ce que c'est que le travail salarié? C'est le travail subordonné, dans lequel désormais je m'affronte à une hiérarchie, à une verticalité dont j'exécute les ordres et les injonctions. Et ça, c'est un bouleversement absolument terrible parce que apparaît cette nouvelle verticalité qui va nous occuper 8 heures par jour. Je suis soumis au pouvoir des ingénieurs, des méthodes, de mon patron, etc. et je dois obéir, au cœur du 19e siècle, qui est le grand siècle du libéralisme politique. Oui, le grand siècle dans lequel on m'avait promis liberté, égalité, indépendance. Or, né du fin fond des entrailles de la société civile, une nouvelle verticalité, une nouvelle autorité qu'il va bien falloir contrôler, encadrer, qu'est la grande entreprise. Et les lois antitrust sont apparues très rapidement pour essayer d'éviter que cette grande verticalité, que ce nouveau pouvoir ne devienne trop prégnant et trop puissant, bien sûr. Mais c'est un lointain souvenir maintenant. Alors on va continuer en deuxième partie à parler du travail, mais d'abord une pause musicale. On va parler du travail. Et la machine à café le matin, les gens arrivent comme le lundi matin. Comment ça va? Ça va comme un lundi. Et la chanson du dimanche a fait comment ça va comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. On les écoute. C'est pour rigoler, hein. Comment ça va? Comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Un petit café, allez c'est parti. Si c'est permis, c'est vendredi. Tu poses ton pod, t'allumes ton petit laptop. T'as ouvert plein de docs et maintenant tu chattes sur ton blog. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? J'ai un peu bossé sur les specs. Parle pas trop à ton voisin, tu pues du bec. Il est déjà 11h, les dépêches AFP par cœur. T'as relu 3 fois tous tes mails, t'as passé 1 heure sur Google. Le chef passe dans les couloirs, tu cliques la fenêtre rétro-planning. Fini de bosser, on file à la cantine. Et tu dis comment ça va? Comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Un petit café, allez c'est parti. Si c'est permis, c'est vendredi. En hélicoptère, view, ta presse c'est carrément Walou. Le client est dans l'escalier, pipote un coup. Vous avez trouvé
Enlève-moi ton slide, slide, slide. Enlève ton slide, slide, slide. J'ai pas fait de slide, slide, slide. Pour la propale, c'est à la louche. Et pour les soies, tu bottes en touche. Attention, tu devrais fermer ta bouche. Mais tu dis comment ça va, comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Un petit café, allez, c'est parti. Si c'est permis, c'est vendredi. Attention, gauche, droite, en haut, en bas. Tu roules des hanches, tu fais 3 pas. Le pied sur l'œil, l'oreille plié. Tu fais un bond, tu tapes, tu décuplies les ailes. Tu vas les pas t'es déchaîné. Et tu fais comment ça va, comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Un petit café, allez, c'est parti. Si c'est permis, c'est vendredi. Encore, comment ça va, comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Un petit café, allez, c'est parti. Si c'est permis, c'est vendredi. Encore, comment ça va, comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Un petit café, allez, c'est parti. Si c'est permis, c'est vendredi. De retour sur KTO Radio, dans l'émission Questions Écho, et je reçois aujourd'hui Mathieu Deschessard, professeur agrégé à l'Université de Nantes, et nous parlions à l'instant du travail et du nouveau mode de travail né du 19e siècle, de la révolution industrielle, etc. Au 19e siècle, parlons-en de ce 19e siècle, Mathieu Deschessard, parce qu'il y a eu cette question sociale qui est apparue autour de ce bouleversement notamment du travail, des conditions de travail. Et il y a eu des catholiques sociaux qui se sont saisis de cette question sociale. Il y avait des socialistes, mais pas seulement, aussi des catholiques sociaux qui ont voulu influencer ici les lois. Ouais. Carrément. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un héritage qui nous parle encore, ça ? Je crois que oui. Et puis surtout, par rapport au thème de l'émission que vous avez choisi pour aujourd'hui, l'entreprise politique, ça nous permet de bien voir que dès le 19e siècle, dès son apparition, tout le monde comprend bien que l'entreprise est une puissance politique qui bouleverse notre monde. Immédiatement, la plupart des intellectuels du début du 19e siècle vont être épouvantés, stupéfaits par la montée en puissance de l'entreprise qui transforme concrètement la vie des gens, avec des phénomènes que l'on connaît bien. Désormais, il faut se déplacer pour aller travailler, il faut aller se déplacer au pied des machines, au pied du capital. Et on change d'environnement de vie, parce que c'est l'exode rural. C'est l'exode rural. On va chercher des bras paysans pour en faire des bras ouvriers, je me trompe pas. C'est exactement ça, c'est-à-dire que alors que l'on était dans des modes de vie que l'on croyait naturels et immuables, le village, la proximité, l'interconnaissance, etc., des milliers et des milliers de travailleurs, évidemment, sont sortis des campagnes et sont propulsés dans les premières grandes villes industrielles, dont vous vous souvenez que Manchester va être l'image tout à fait symbolique, pour travailler désormais dans des villes dans lesquelles ils n'ont plus leur famille, ils n'ont plus leurs repères, ils n'ont plus d'amis, ils vont se retrouver à des centaines d'inconnus dans des entreprises, soumis effectivement au pouvoir du capital et au pouvoir des directions. Pouvoir qui à l'époque n'est pas du tout encadré, puisque vous vous souvenez que la première chose que la Révolution française avait fait, décret d'Allard et loi Le Chapelier, elle avait supprimé les corporations. Elle avait supprimé les corporations. Elle avait même interdit que les travailleurs puissent se regrouper en association. Bien sûr, le délit de coalition était évidemment condamné, pas de droit de grève, pas de droit de coalition, etc. Donc on a, voyé, dans ce monde libéral de post-Révolution française qui a proclamé l'égalité et l'indépendance de tous, on voit arriver cette nouvelle verticalité, ce nouveau pouvoir qu'est l'entreprise, qui va tenir d'enserrer 8 heures par jour des travailleurs alors, sans droit du travail, sans possibilité de se syndiquer, sans aucun moyen de défense. Et c'est un prolétariat, c'est le mot, j'imagine, né à ce moment-là, qui se retrouve livré à lui-même et sans défense. Exactement. Face à ceux qui ont pris le pouvoir, en fait. Exactement. Donc c'est qui ? C'est les physiocrates qu'on disait, ou les plutocrates. Léon XIII parle des plutocrates. Léon XIII parle des plutocrates. Dans Rerum Novarum. Bien sûr. Et là, il y a quand même des Albert Demain, La Tour du Pin, bien sûr. Ozanam, ils se lèvent pour défendre le peuple ouvrier. C'est une belle page de l'histoire de l'Église. C'est une très belle page de l'histoire du catholicisme, parce que avant les socialistes, en tout cas avant les socialistes scientifiques, et en même temps que les socialistes utopiques, vous savez, Fourier, Proudhon, etc., se lèvent effectivement des catholiques pour dénoncer l'emprise du capital sur les prolétaires et les conditions de travail et de vie absolument terribles dans lesquelles ce prolétariat est tenu. Il y a quelques noms que vous avez repris, il y en a d'autres qui sont un peu oubliés, qui sont considérés comme des fondateurs de la sociologie. Je pense à Villeneuve-Bargemont, par exemple. Fameuses enquêtes sociales. Fameuses enquêtes sociales. C'est-à-dire, les catholiques vont aller mener l'enquête, ils vont aller dans les milieux ouvriers pour
pour finalement témoigner de ces conditions de vie et de travail. Villeneuve-Bargemont en sera tellement horrifié qu'il sera un des acteurs des premières lois sur l'interdiction du travail des enfants. Un autre intellectuel plus connu que Villeneuve-Bargemont, Frédéric Leplay, publiera ses grandes monographies ouvriers européens pour dénoncer lui aussi les conditions de travail à l'époque de la première industrialisation. Et puis ensuite, vous avez tout à fait raison, le grand acte terminal finalement, mais qui est un acte qui vient faire la synthèse de ce qui s'est passé, de ce que des catholiques avaient fait tout au long du XIXe siècle. Le grand acte terminal, le plus grand acte de la catholicité, disaient certains, au XIXe siècle, c'est la publication par le pape Léon XIII de Rerum Novarum. Donc là, on est en 1891. C'est ça. Exactement. Et pour la première fois, un pape consacre un texte encyclique complet à une question non pas religieuse, mais une question sociale, et complètement à la question du sort, justement, des ouvriers dans la grande entreprise contemporaine, pour dénoncer le joug. Et il n'y va pas de main morte. Il n'y va pas de main morte. Le joug, effectivement, exercé sur les prolétaires et les ouvriers qui sont tenus dans un joug quasi servile, je cite de tête et de surpris et de souvenirs. Et vous le disiez, Guillaume, le pouvoir des plutocrates, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent qui tient les ouvriers dans un joug quasi servile. Donc les catholiques ont beaucoup contribué, effectivement, à essayer finalement de socialiser le capitalisme, de socialiser la grande entreprise industrielle en encadrant, en mettant des limites au pouvoir patronal et à celui du capital. Et ce sont les fameuses lois sociales donc, qui ont permis de quand même améliorer la condition du peuple ouvrier, des ouvriers. Oui. Et puis ça s'est développé dans les décennies qui ont suivi. Après, il y a eu les congés payés, le Front populaire, etc. Oui. Ce qui veut dire, Guillaume, par rapport à notre sujet, que l'entreprise est une force politique qui apparaît au XIXe siècle, qui a une telle capacité à mettre notre monde sans dessus-dessous, que toute l'histoire du XXe siècle, très largement, va consister à inventer les lois, et notamment les lois sociales, qui permettent d'encadrer un tout petit peu, de contrôler et de maîtriser cette nouvelle puissance. On va effectivement, en 1884, très tardivement par rapport à d'autres pays, lever le droit le délit de coalition et reconnaître les syndicats. On va leur donner, après la guerre de 14, la possibilité de négocier des accords, donc les conditions de travail, avec les chefs d'entreprise. Et puis effectivement, 36, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, etc. Mais vous voyez, on peut lire notre histoire au XXe siècle comme étant une grande tentative, à travers le droit social et le droit des relations professionnelles, d'essayer de domestiquer un peu cette nouvelle force politique pour qu'elle ne nous déborde pas et qu'elle ne nuise pas tellement, mais qu'elle serve au contraire, évidemment, le bien commun et le bien de la société tout entière. Alors, il y a eu ces lois sociales, on pourrait dire, la question sociale, elle est réglée, il y a eu des lois sociales. Après, à la Libération, il y a eu l'État-providence, etc. Tout va bien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une nouvelle question sociale ? Alors oui, il y a certainement une nouvelle question sociale, elle est plus difficile à attraper. Je crois qu'elle se pose au moins dans deux directions. Il y a d'abord une nouvelle question sociale, tout simplement parce que la mondialisation et la globalisation triomphante depuis les années 80 fait que beaucoup d'entreprises peuvent désormais échapper au contrôle à travers le droit social, le droit fiscal ou le droit environnemental que les États-nations essaient de leur imposer. Désormais, si vous voulez, les entreprises évoluent sur une échelle globale et internationale, là où le législateur qui essaie de les contrôler, il est grosso modo encore national, au mieux continental. Oui. Donc les entreprises ont la possibilité d'échapper aux contraintes et aux limitations que tout le XXe siècle avait essayé de leur imposer. Bon, et voire même de mettre en concurrence, évidemment, on rebat les cartes. Les législations nationales, et donc on rebat très largement les cartes. Donc il y a certainement un enjeu, effectivement, de domestication de la globalisation et à nouveau de domestication de l'entreprise, cette fois-ci mondiale. Comment peut-on faire pour essayer d'encadrer l'action de cet acteur qui désormais est sur une scène mondiale, alors que ceux qui essaient de le contrôler sont sur une scène nationale ou européenne. Ça, c'est un premier point, je crois, très important et dont on n'est pas sorti, évidemment, on le voit bien. Et puis, il y a un deuxième point, et sur lequel, là, les catholiques ont été, dans la deuxième partie du XXe siècle, tout à fait en avance, c'est que l'entreprise, c'est un pouvoir de création qui ne cesse effectivement de lancer dans notre monde des productions nouvelles, et se pose la question de l'encadrement de ce pouvoir de création. C'est-à-dire que finalement, les nouveautés, l'intelligence artificielle, l'utérus artificiel à peu près de main, les embryons chimères que déjà les Chinois nous préparent dans leurs entreprises, etc., qui peut contrôler ce pouvoir de création de telle manière que les productions qui sortent des entreprises servent effectivement le bien commun et ne le desservent pas trop. Et donc l'enjeu de contrôler la puissance de création des entreprises est un enjeu tout à fait central, qui avait été très bien repéré notamment par un très grand théologien et philosophe allemand, comme son nom ne l'indique pas, qui est Romano Guardini,
énormément cité par le pape François dans le Laudato Si. Guardini écrivait dès les années 50 que le principal enjeu de nos civilisations contemporaines, c'était que la puissance de l'homme telle qu'elle s'exerce, notamment la puissance créatrice de l'homme telle qu'elle s'exerce dans les entreprises, comment cette puissance pouvait-elle être contrôlée et encadrée, et comment, Guardini disait-il dans une formule, comment l'homme pourrait-il exercer sa puissance sur sa puissance pour essayer de la limiter, de n'être pas pris par son hubris, sa démesure, et qu'il ne puisse ne pas faire des choses tout à fait délirantes. Ouais. Donc là, on a un deuxième enjeu qui est très fort. Comment on contrôle l'innovation technique, l'innovation économique telle qu'elle se développe dans les laboratoires des GAFAM, des BATX chinois, des entreprises indiennes ou françaises. Et puis il y a peut-être un troisième enjeu, la fracture socio-géographique qui s'est créée, les gagnants et les perdants de la mondialisation, disait Christophe Guillouis. Bien sûr. Dans la France périphérique. Bien sûr, je crois que vous et aussi les petites entreprises, commerçants, artisans et les monstres mondiaux. Oui, il faut en dire un mot, vous avez très certainement raison, et on est très en lien là, avec la problématique finalement des stratégies de positionnement et d'organisation des entreprises, parce que cette fracture dont parle Guillouis, en gros entre la France périphérique, celle qui habite à plus de 80 km des grandes métropoles, et puis la France des métropoles, elle est le fruit direct, effectivement, de la puissance politique des entreprises. Comment est-ce qu'on est arrivé à la désertification de la France périphérique ? Tout simplement parce que les grandes entreprises se sont organisées en réseau au niveau mondial pour aller positionner leurs activités dans les pays qui leur offraient soit les plus bas coûts de main-d'œuvre, soit les législations justement sociales, fiscales et environnementales les plus intéressantes. Par conséquent, elles sont en réseau au niveau mondial. Mais comme elles sont en réseau au niveau mondial, en France, elles ne peuvent se positionner que dans les métropoles qui leur proposent les réseaux informationnels, qui leur proposent les gares, les aéroports, l'accès aux ports, les nœuds autoroutiers, qui leur permettent de recomposer cette production qui est désormais partout dans le monde. Donc toutes ces grandes métropoles sont gagnantes. Eh bien évidemment. Donc toutes les grandes métropoles sont gagnantes puisque la mondialisation a fait que toutes les entreprises n'ont pas d'autre choix que de se positionner dans ces grands hubs logistiques que sont les grandes métropoles. Et évidemment, désertification terrible des territoires périphériques. Terrible, qui non seulement perdent leurs entreprises et leurs emplois, mais perdent aussi bien sûr les services publics de proximité, les commerces de proximité, les écoles, etc. Donc une France de plus en plus à deux vitesses, une France qui est condamnée à la voiture, d'ailleurs on le sait bien, parce que c'est ça qui a mis le feu aux poudres à la crise des Gilets jaunes, condamnée à la voiture parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans les centres-villes qui sont extrêmement chers. Une dépendance très forte. Dépendance extrêmement forte. Ils ne peuvent plus vivre dans les centres-villes qui sont devenus beaucoup trop chers, et en même temps, ils ne peuvent pas travailler ailleurs que dans ces grandes métropoles. Voilà. Oui. Donc ils se situent de plus en plus loin des grandes métropoles, ils sont complètement dépendants de la voiture pour venir y travailler, et en même temps, évidemment, ils n'ont en proximité plus ni services publics, ni écoles, ni hôpitaux, etc. Et donc cette fracture, effectivement, sur laquelle Guillouis a beaucoup insisté, elle est le résultat de la façon dont les stratégies des entreprises façonnent nos territoires, façonnent notre aménagement du territoire. Alors, un autre aspect dont je voudrais que nous puissions parler, parce qu'on pourrait dire, pour ceux qui sont dans les grandes métropoles ou dans les grandes entreprises, ceux qui sont, on va faire une caricature, celui qui est dans sa tour de la défense, voilà, le grand symbole, celui qui est dans sa tour de la défense, on pourrait penser que tout va bien pour lui, eh ben non. Eh bien non, il y a la crise du travail, du sens du travail, des exécutants en col blanc. Je ne sais pas si c'est l'expression de vous, mais je l'ai déjà entendu dans votre bouche. Oui. Et là, on a une crise du travail qui touche ceux qui pourtant font partie des gagnants de la mondialisation. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, ça va comme un lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Là, il semblerait que le lundi soit désormais tous les jours pour effectivement ces compagnons de la défense que vous évoquez. Oui, alors ça, c'est vraiment une question à part entière qui pourrait mériter presque toute une émission. Mais enfin, disons que nous avons, et notamment dans ce monde des grandes entreprises, la très grande entreprise aujourd'hui, elle n'a rien à envier, vous savez, à la bureaucratie d'État que l'on aime moquer de temps en temps. Oui. Ce sont devenus des géants absolument tentaculaires qui, pour administrer leurs entreprises et leur travail sur une scène mondiale, ont développé des services supports, ce qu'on appelle les fonctionnels, ceux qui se logent dans les grandes tours que vous évoquez, dans lesquels on fait du contrôle de gestion, de l'informatique, de la sécurité qualité, de l'hygiène, de la logistique, des ressources humaines, etc. Mais des gens qui sont complètement découpés finalement du travail réel, qu'ils pilotent à distance sans jamais le voir, et qui produisent finalement en interne de la norme, de la procédure, en n'ayant jamais exactement la certitude que les normes et les procédures qu'ils créent servent réellement les usines ou les centres de production qui sont à distance, et les rares fois où ils vont les visiter, avec l'horrible sentiment que loin de servir les centres de production, c'est leurs normes et leurs procédures les empêchent de bosser, les empêchent de bosser. Et donc on a beaucoup, et notamment dans la population des cadres, vous l'évoquez, de cadres qui vont travailler avec le sentiment de plus en plus de l'inutilité de leur travail, de la vacuité de leur activité, et qui cherchent à faire autre chose.
Ouais, je gagne 4 500 € par mois, mais je suis un simple exécutant. Voilà, je gagne 4 500 € par mois, j'exécute des choses dont je ne suis même pas sûr qu'elles soient utiles, et de temps en temps je me dis même qu'elles sont plutôt inutiles et qu'elles empêchent les autres de bosser. Donc vous savez ce qu'ils font dans ce cas-là ? Ils font ce qu'on appelle leur job out. Leur job out, et on en a plein dans les grandes métropoles, ils quittent leur boulot grassement payé, obtenu grâce à leur bac plus 5, et ils s'installent, vous savez, dans les centres-villes. Ils vendent du vin, ils deviennent fromagers, petits commerçants, ou alors ils font un CAP pour. Et c'est pas marginal ça comme phénomène ? Alors si, c'est un phénomène marginal. C'est un phénomène marginal évidemment, mais qui n'est pas tant que ça, parce que c'est un phénomène marginal. En termes de quantité. En revanche, c'est un véritable nouvel imaginaire du travail qui, lui, peuple évidemment l'imaginaire des futurs travailleurs et des travailleurs. On en parle le lundi matin à la machine à café. Oui. Il y en a relativement peu qui sautent le pas. En revanche, ceux qui l'ont fait sont des légendes dans les entreprises. On en parle à longueur de temps. Ils ont osé. Et donc, ça donne envie à ceux qui y sont encore, et ça donne envie aussi aux jeunes diplômés. Bon. À tel point qu'aujourd'hui, je pense que dans n'importe quel dîner en ville de cadre, il est beaucoup plus frime d'avoir fait son job out, d'être devenu fromager ou jardinier, que de raconter qu'on est contrôleur de gestion à la Défense, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc vous voyez, en termes de quantité, c'est pas beaucoup. En revanche, ça participe vraiment de ce que j'aime bien appeler les nouveaux imaginaires du travail, qui forcément à moyen ou long terme ne manqueront pas de produire des effets beaucoup plus importants. Oui. Alors, une des conséquences de cette évolution du travail, y compris des cadres, du tertiaire, c'est une désaffiliation vis-à-vis de l'entreprise. Dans les années 80, paradoxalement, c'était après l'élection de Mitterrand, il y a eu ce grand mouvement de l'esprit d'entreprise, les années Tapie, etc. Ouais. Yves Montand faisait une émission à la télé sur l'économie et l'entreprise, Tapie aussi d'ailleurs. Et après, maintenant, c'est patatras. Les employeurs se disent nos jeunes là qui arrivent avec le bardet de diplôme, ce sont des mercenaires, ils ne sont pas affiliés, ils n'ont pas l'esprit d'entreprise, donc ils n'ont pas l'esprit de corps. Alors c'est dramatique ou pas ? Oui. C'est un signe d'indépendance, je sais pas. Oui. Alors je crois que vous avez raison sur le constat. Et beaucoup de DRH avec lesquels je travaille ne cessent de faire l'écho des propos que vous avez là en me disant alors tous ces gens qu'on accueille, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ils sont de moins en moins fidèles, ils sont moins attachés à l'entreprise, à son projet que ça. Ça, il y a tout un tas de causes à ça. Mais je crois qu'il y en a une qu'on n'aperçoit pas souvent, qui n'est pas souvent discutée, mais c'est que l'entreprise a été l'institution centrale de la modernité, que l'on a accepté pour peu de la socialiser, de l'encadrer avec des lois, etc. Mais que l'on a accepté aussi, pourquoi ? Parce qu'elle était l'institution qui portait notre grande espérance, la grande espérance de cette époque sécularisée et post-religieuse dans laquelle on était. C'est quoi, c'est le progrès ? C'est le progrès, bien sûr. C'est le progrès. Jusqu'à récemment, quand on travaillait dans une entreprise, n'importe quel petit travailleur, vous ou moi, non seulement on gagnait notre vie, mais on était capable de tisser notre petite trajectoire minable avec le grand projet de l'entreprise. Quand je bossais chez France Télécom, je dotais tous les foyers de l'accès au téléphone. Quand j'étais chez EDF, j'apportais l'électricité. J'étais un acteur de l'histoire. Partout. J'étais un acteur de l'histoire. Il était évident que l'entreprise participait du progrès qui demain nous offrirait confort, richesse, vie meilleure, etc., etc. Et par conséquent, le travail avait du sens, n'avait même pas besoin d'être dit. À cette époque-là, personne ne manageait le sens du travail dans les entreprises. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'il était évident que je bosse chez EDF ou même chez Total, j'apportais l'essence à ces milliers d'automobilistes qui voulaient emmener leur famille en vacances, etc. Enfin, j'étais dans la marche du progrès. Eh bien, aujourd'hui, évidemment, je crois qu'il est de moins en moins évident, quand je travaille au service d'une grande entreprise, de moins en moins évident que je prépare les lendemains qui chantent. Au contraire. On voit bien que les entreprises et leur production sont devenues aujourd'hui la principale zone de risque dans nos sociétés. Pourquoi ? Réchauffement climatique, émissions de gaz à effet de serre, pollution, d'une main. D'un autre côté, risque industriel qui nous inquiète, Fukushima, AZF, Luminor, explosion, etc. Le paradigme qui arrive évidemment autour des nanotechnologies, de l'exploitation du corps humain, qui est la partie de la nature qu'on n'a pas encore exploitée, sur lesquelles on nous promet embryons chimères, augmentation du corps humain, processeurs dans notre cerveau, etc. De toutes ces activités, personne n'est capable de dire qu'elles sont bonnes. Vous voyez, ça fait un peu moins rêver. Alors que quand je suis jardinier, que je fais un peu de cuisine et que je vends des bonnes bouteilles de vin dans le centre-ville, c'est peut-être pas très impressionnant, mais je suis sûr que c'est bon. Ça veut dire que l'idée de progrès, quand même, a du plomb dans l'aile. Alors, il n'y a pas que l'idée de progrès qui a du plomb dans l'aile. Et là, je fais la transition avec la troisième partie qui arrive après la pause musicale. C'est l'idée de progressisme aussi, parce que l'entreprise est aussi un four
pourvoyeur d'idées de progrès, de progressisme, et à travers notamment les programmes diversité, équité, inclusion, etc. Un peu tout ce monde, on va utiliser le mot qui fait peur, woke, quoi, etc. On va en parler en troisième partie, et avant on va faire une pause musicale. Et alors, il n'y a aucun lien, cette pause musicale. Ou si, je vais trouver un lien, tiens, il faut un lien. On va écouter Benabar qui nous chante À la campagne, parce qu'on a parlé de l'exode rural et de ses conséquences, etc. Mais là on va faire un retour à la campagne. C'est le citadin Benabar qui est vraiment la figure de l'artiste citadin, on dirait Bobo, il l'assume très bien, et c'est un grand artiste, et il revient à la campagne et dit quel bonheur d'être à la campagne. Donc une petite récréation à la campagne, et on se retrouve et on parle des affreux woke. À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête au cliché, la qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets. Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit plutôt crevé, je préfère pas fermer l'œil et flipper. À la campagne, en principe on se lève tôt. Pas moi, je dors encore pour les raisons que vous savez. À la montagne, il y a des chalets, des chamois, mais c'est pas l'objet de cette chanson. Je voulais juste voir si vous suiviez. À la campagne, quand arrive le dimanche soir. À la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir. Je m'en vais à Saclay le Calanchais pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux, le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2, l'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine. Mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end. À la campagne, entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée? À la campagne, s'il neige à la Noël, je rentrerai les bistouquets dans les tables. Alors, chers auditeurs de KTO Radio, j'espère que vous avez passé une bonne récréation de 3 minutes à la campagne avec Benabar, et on se retrouve en plateau pour Question Écho avec Mathieu Deschessard, professeur à l'université de Nantes, avec lequel nous parlons d'entreprise
et politique. Et on va parler de cette... Mathieu Deschessart disait juste avant la pause que l'idée de progrès était en panne, mais aussi l'idée de progressisme, le progressisme idéologique. Donc on va en parler quelques minutes dans cette troisième partie. Mais avant ça, quand même, j'ai quand même une question à vous poser par rapport à ce qu'on se disait que cette crise du sens de travail, y compris chez les cols blancs, donc cols blancs chez les cadres. Quelles sont les ressources que la doctrine sociale de l'Église peut apporter à cette crise du travail? Mais cette crise du travail, il faut comprendre que très largement, on n'a pas complètement le temps de le développer, mais je pense que ça parlera tout de suite à nos auditeurs, notamment chez les cadres. Elle naît d'une bureaucratisation galopante, de la digitalisation, des impératifs de profitabilité, des programmes de cost-killing, de réduction des coûts que l'on a vu arriver dans toutes les entreprises. Et fondamentalement, tout ça conduit à quoi? À une baisse de l'autonomie et des marges de manœuvre des travailleurs. Voilà. On a des travailleurs qui ont de plus en plus l'impression d'être, comme me le disent beaucoup de cadres, des ouvriers en col blanc. Bon. Ben, quand je vais travailler 8 heures par jour et que j'ai l'impression que rien ne vient de moi, que je ne peux pas exprimer ma personnalité dans mon travail, mes idées, mon art, mon savoir-faire, eh bien le travail devient beaucoup moins excitant et donc je m'en vais. Alors, quelle réponse de la doctrine sociale de l'Église? Je crois que toute la pensée sociale chrétienne a toujours insisté, notamment à l'époque moderne, quand elle réfléchissait à l'entreprise, que le respect de la dignité du travailleur passait avant tout par le fait de lui donner la possibilité de participer, c'est-à-dire restaurer le travailleur dans son droit de parler, de penser et d'agir. Et donc je pense qu'on en reparlera, mais... Pour de nouveau rendre le travail créatif, en fait. Et rendre le travail créatif, rendre le travail humain, rendre le travail personnel, que personne ne soit traité comme un objet ou comme un animal au travail. Et si l'on veut rendre sa dignité au travailleur, sa possibilité de parler, de penser et d'agir, il faut trouver des moyens, et on pourra peut-être y revenir, mais le catholicisme était porteur de différentes innovations concrètes qui vont dans ce sens-là, il faut trouver les moyens de faire participer les travailleurs. Donc la participation, qui est un grand principe de la participation, c'est tout à fait central. Et j'imagine aussi la subsidiarité, alors. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de participation sans subsidiarité. Bah oui, c'est-à-dire que, effectivement, le principe de subsidiarité vise toujours à préserver chez les échelons les plus bas de la hiérarchie la possibilité d'un agir un tant soit peu autonome ou en tout cas participatif. Donc effectivement, participation et subsidiarité vont dans ce sens-là. J'en veux pour preuve les grandes innovations qui ont été portées par les catholiques sociaux, que ce soit l'invention par Léon Armel dans sa filature du Val-des-Bois à la fin du 19e siècle, l'invention des conseils d'usine. Armel, vous associer des représentants des travailleurs à la conduite de l'usine et aux questions d'organisation du travail, c'est pas rien les conseils d'usine, parce que tous les juristes sociaux sont d'accord pour dire que les conseils d'usine sont l'ancêtre des comités d'entreprise. J'en veux pour preuve encore un des grands dirigeants politiques du XXe siècle profondément marqué par le catholicisme social, le général de Gaulle. Oui. Il est celui qui portait les lois sur la participation financière, l'intéressement et la participation sur le projet gaulliste, qu'il a réussi à mettre en place. Et vous vous souvenez comme moi qu'il a été arrêté en 1969 au moment où il portait un projet plus large de participation dans l'entreprise des travailleurs aux décisions. Sur le modèle allemand, qui est le modèle du capitalisme rénant, celui de la codétermination, dans lequel les représentants et salariés siègent dans les conseils d'administration des entreprises à parité avec les représentants du capital. Dans une entreprise allemande, 50% des membres du conseil de surveillance sont des représentants des actionnaires, 50% des salariés. Ce modèle de la codétermination allemande, on le sait trop peu, il est profondément catholique, il a été extrêmement promu. Donc on pourrait le faire en France. Bien sûr, par les catholiques sociaux, lorsque les lois ont été discutées en Allemagne en 1950 et 1951. Donc la question de la participation, du respect de la dignité du travailleur et de son association au projet de l'entreprise, c'est la grande voie, certainement, de réforme de l'entreprise et des organisations promues par la pensée sociale chrétienne. Alors, on va parler maintenant de entreprise et idéologie, entreprise et progressisme. Avec la crise écologique, il y a eu, notamment avec la crise écologique, il y a eu un développement de ce qu'on a appelé la RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et aujourd'hui, on appelle ça la DEI, diversité, équité, inclusion, qui sont des programmes... Qui est une partie de la RSE. Une partie de la RSE. Alors, il y a toute une partie de cette RSE, protection de l'environnement, tout ça c'est incontestable, la question des conditions de travail, la lutte contre la corruption, il y a beaucoup de volets de la RSE, et y compris de la DEI qui semblent pas faire problème. Cependant, il y a eu quand même, et ça des cadres de la défense qui travaillent à la Société Générale ou dans des grands, ou chez EY et ailleurs, ils en témoignent. Il y a eu une sorte de bourrage de crâne, où la DEI sur la propagande LGBT, sur cette inclusivité, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à une telle emprise sur les esprits, quoi. Parce que comme ces grandes entreprises
elles ont un pouvoir mondial important. Ouais. Voilà qu'elles ont voulu façonner même le monde, l'idéologie du monde. Ouais. C'est ça qui s'est passé ou pas? Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit passé dans ce sens-là. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'une entreprise, elle a besoin de faire du business et elle a besoin au maximum qu'on lui lâche la grappe dans la façon dont elle fait du business. Bon. Et donc, elle a constamment besoin vis-à-vis de la société de se légitimer, de montrer qu'elle est un acteur qui est convenable, qui n'est pas orthogonal avec les grandes idéologies, les grandes passions de la société dans laquelle elle évolue. De ce point de vue-là, je ne crois pas que l'entreprise soit émettrice d'idées. Je crois qu'elle est réceptrice très largement d'idées, réceptrice et éventuellement, évidemment, amplificatrice. D'accord. Et donc, lorsque s'installe dans nos sociétés, évidemment, la passion diversitaire, eh bien, l'entreprise ne peut pas faire autrement. Si elle veut continuer à se légitimer et à continuer à faire du business comme avant, qu'évidemment que d'embrasser les nouvelles causes. Et notamment, cette cause qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment à cause de ce qui se passe aux États-Unis, cette cause qu'on appelle DEI, c'est-à-dire diversité, équité, inclusivité. Dont il faut bien comprendre... qu'il ne faut certainement pas rejeter en bloc. Qu'il faut d'abord certainement pas rejeter en bloc. Parce que si les politiques de diversité des entreprises visent par exemple, comme le Code du travail en France les y oblige, à lutter contre toutes les formes de discrimination, enfin, à titre personnel, je n'ai aucun problème et je suis même tout à fait favorable à ça, bien entendu. Le problème, et c'est certainement ce que vous évoquiez chez certains de vos amis cadres qui travaillent à la Défense ou ailleurs, c'est que assez régulièrement, derrière ces politiques de DEI se cache autre chose qu'une simple attention à la non-discrimination. Mais effectivement, les politiques de DEI sont souvent l'occasion d'un véritable discours politique qui vise à encenser la société diversitaire, Oui. qui vise à nous raconter à longueur de temps, pas simplement qu'il ne faudrait pas discriminer et qu'il faut être attentif et se donner les moyens de lutter contre les formes de discrimination, mais non, qu'ont un tout autre discours. La lutte contre la non-discrimination ne suppose pas l'enchantement de la société diversitaire. Or, il faut bien reconnaître, amusez-vous à aller sur le net et à récupérer les guides DEI des grandes entreprises françaises, qu'on va très au-delà, évidemment, de la non-discrimination. Ah oui. Et que tout commence, évidemment, par un discours enchanteur sur les joies, les plaisirs que seuls quelques néandertaliens auraient méconnus, les joies et les plaisirs de la société diversitaire, des différences qui, toutes, évidemment, ne posent aucun problème, mais participent, au contraire, directement à une société créative, performante, bref, heureuse. Bon. Et ce discours, il est tellement naïf, il cache tellement des difficultés, évidemment, qui naissent de nos différences, parce que les différences, elles peuvent être intéressantes, mais elles posent avant tout la difficulté de l'intercompréhension, de la conduite d'un projet en commun, de la vie ensemble, tout simplement. Vivre ensemble, comme et on dit. ça, on le sait bien, cette question-là, elle structure et elle clive énormément notre paysage politique. Donc on peut être surpris, effectivement, que très au-delà de la non-discrimination, qui elle est très bonne et tout à fait souhaitable, on ait des entreprises qui glissent, bien sûr, et qui n'hésitent pas à glisser vers un terrain beaucoup plus politique, dans lequel il ne s'agit pas simplement de lutter contre la non-discrimination, mais il s'agit d'enchanter, de rééduquer leurs cadres et les salariés à l'adoration de la société diversitaire. Et elles deviennent un peu maîtresses de morale, quoi. Et elles deviennent maîtresses de vertu, évidemment. De vertu, voilà. Un véritable marché de la vertu, évidemment. Et c'est très... Par ailleurs, c'est tout à fait paradoxal, parce que ces entreprises qui, de la main gauche, à travers leur programme diversité et inclusivité, vous chantent les merveilles des différences de la société diversitaire et vous en cachent des difficultés, de la main droite, vous savez ce qu'elles font, Guillaume ? De la main droite, dans un autre service, elles s'échinent à créer de la culture commune, à écrire des chartes des valeurs qu'il faut que tout le monde partage, à écrire des slogans. Et c'est comme si l'entreprise était la seule à savoir que finalement, il n'y a pas d'action collective, un tant soit peu cohésive et efficace, si on ne partage pas de la culture commune. Alors Donc, il y a une injonction paradoxale, là. Complètement paradoxale. De la main gauche, elles nous disent, mais soyez tous différents, venez comme vous êtes, vous ne vous ressemblez pas les uns les autres, vous ne partagez rien en commun, mais très bien, on vous accueille. Et de la main droite, on a un même bourrage de crâne sur la charte des valeurs, les chartes éthiques, les codes de bonne conduite qu'il faut partager, la culture commune qui doit tous nous rassembler, etc. Ce qui, pour le coup, me semble effectivement plutôt souhaitable, mais montre un paradoxe. Ouais, il y a des cadres de la défense, on va rester sur notre symbole de la défense, qui m'ont dit qu'ils ressentaient quotidiennement dans leur travail une pression morale de ce point de vue-là, sur l'adhésion à ces valeurs. Bien entendu, parce que dans les programmes de DEI, par quoi passe-t-il ? Il passe par quelques grandes déclarations et par le suivi de quelques indicateurs. Jusque-là, tout va bien. Il passe par le suivi des mécanismes d'embauche
ou de promotion pour vérifier leur non-discrimination. Jusque-là, tout va bien sûr. Mais il passe d'abord et surtout par des programmes de communication et de formation obligatoires pour l'ensemble des salariés, dont certains, il faut bien le dire, on exagère un peu, mais il y a un peu de ça, ressemblent à des programmes de rééducation conduits par un commissaire politique, hein, ouais. Dans lequel, encore une fois, hein, on vous berce dans l'illusion absolument pas partagée dans toute la société par ailleurs, hein, que effectivement les différences sont enchanteresses, que vous pouvez venir comme vous voulez, qu'on n'a pas besoin de se rassembler derrière un minimum de commun, etc., etc. Ce qui fait éclater de rire quand tous des diagnostics sérieux sur la société française et d'autres montrent que nous souffrons de quoi ? De l'absence de commun. De l'absence de commun. De l'absence de commun, bien sûr. Oui, mais ça commence à se ressentir dans les entreprises elles-mêmes, puisque aux États-Unis, la DEI, telle qu'on l'a décrit, vient des États-Unis, des GAFAM, quoi, des grands GAFAM, etc. Et aujourd'hui, c'est le renversement depuis 2003, ouais. En gros. McDonald's, Ford, Amazon, les supermarchés, Walmart ont abandonné ou du moins atténué très fortement leur politique de diversité, égalité, inclusivité. Précisément, alors il y a deux motifs en fait, j'ai l'impression dans cette affaire. C'est que c'est pas si bon pour le business puisque Disney ils ont fait un peu ils ont saupoudré de wokisme leur fiction et ça fait des bides. Donc ils ont dit ils ont perdu beaucoup d'audience, ils ont perdu beaucoup d'argent en bourse aussi, en valorisation boursière. Donc c'est pas bon pour le business, mais c'est aussi, ça pose un problème justement pour le commun dans l'entreprise. Et Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, là c'est plus récent, c'est Mark Zuckerberg qui dit qu'il abandonne tout simplement la politique diversité, équité, inclusion, et il explique que finalement ça nuit à l'entreprise, notamment par un manque de créativité, quoi. Oui. Alors vous avez remarqué que la capacité de Mark Zuckerberg à se transformer, à retourner sa veste est tout à fait extraordinaire, puisque bien, hein. Non seulement il était au premier rang, évidemment, de la prise de poste de Donald Trump, mais vous avez vu que non seulement il abandonne ses politiques de DEI, mais il chante maintenant les louanges du masculinisme sur les antennes américaines. Oui, il parle d'un manque d'énergie masculine. Oui. Il y a quelque chose de bon dans la masculinité, une culture qui favorise l'agressivité à du mérite. Voilà, ce qui ferait mourir de rire, évidemment. Non, mais je crois que ça confirme en grande partie ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Je ne crois pas que l'entreprise soit elle-même le lieu de génération d'idées, hein, ou de créativité d'idées. Elle est là pour porter sa légitimité et donc pour s'adapter aux idées qui sont dans l'air du temps et qui vont lui permettre de continuer à faire du business as usual. Si Trump arrive au pouvoir, qu'il cogne sur la diversité et qu'on dit aux chefs d'entreprise que c'est fini et que l'État fédéral ne fera plus de business avec eux, et bien du jour au lendemain, Mark Zuckerberg devient viriliste et arrête et abandonne ses politiques de DEI. Eh bien, ça sera le mot de la fin, puisque nous touchons à la fin de cette émission. Et on verra si ça arrive en France aussi, hein, ce retournement. On verra, on va observer ça. On en parlera peut-être dans cette émission. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci infiniment, Mathieu Deschessard. Il faut prendre 2 heures avec vous. Merci beaucoup, Guillaume. D'être venu dans ce studio. Nous nous retrouverons le samedi 29 mars pour la prochaine édition de Question Écho. Au revoir. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard